Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast puisqu'il s'agit à nouveau d'une interview. Donc je suis trop contente à chaque fois d'avoir le plaisir de pouvoir échanger avec les invités sur le podcast. Et cette fois-ci, j'ai eu le plaisir de recevoir Jessica de Prater, que peut-être que vous connaissez d'Instagram puisqu'elle est coach Instagram et en gros, elle apprend aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, etc. à trouver des clients sur Instagram avec éthique, authenticité et punch. Et vous allez voir que ce sont 3 traits de caractère qui la définissent merveilleusement bien. Vous allez découvrir ça au travers de la discussion qu'on a eue. On a papoté de tout plein de choses, de son parcours entrepreneurial, de son passage en société, de ses leçons et de ses apprentissages, de ses réussites, de ses échecs. À la fin de l'épisode, elle va vous partager un petit peu ses tips pour pouvoir se démarquer du lot sur Instagram, pour pouvoir trouver des clients sur Instagram en 2024. On a parlé un petit peu aussi d'argent pour essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour déconstruire les croyances limitantes autour de l'argent, comment découvrir d'autres personnes aussi dans l'entrepreneuriat pour éviter de se sentir seul, parce que ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup quand on se lance dans l'entrepreneuriat, à savoir le fait de se sentir seul. Donc comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans des cercles d'entrepreneurs, comment est-ce qu'on fait pour s'entourer de personnes qui vont nous élever, nous motiver, nous tirer vers le haut, etc. et qui partagent notre ambition aussi. Donc voilà tout ce dont on a discuté avec Jess aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode va vous plaire. Si jamais c'est le cas, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en nous identifiant à Jessica et à moi. Vous allez retrouver de toute manière toutes ces informations dans la description de cet épisode comme d'habitude. Et pensez à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Si jamais vous nous regardez sur YouTube, pensez à laisser un petit commentaire, à lâcher un petit pouce en l'air de préférence et à vous abonner pour ne rien louper. Voilà, c'est tout pour cette intro et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Salut Jessica, merci beaucoup de nous faire l'honneur de venir sur le podcast Pouvoir Caché aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Salut Noélie, merci beaucoup pour cette invitation. Déjà, je suis très contente d'être sur ce podcast. Et écoute, ça va bien. En ce moment, c'est une période assez chargée pour moi. Je viens de passer d'auto-entreprise à société. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, beaucoup de projets. C'est le début d'année, donc forcément, voilà, on s'est fixé des objectifs. Et du coup, l'énergie, elle est assez young, j'ai envie de dire. Beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de projets. On vient aussi d'investir en immobilier. Donc, on a acheté notre deuxième bien. Enfin, on est en train d'acheter notre deuxième bien. Donc, c'est vrai que beaucoup de choses se passent en ce moment. Donc, en même temps, beaucoup de stress, mais en même temps aussi beaucoup d'excitation pour ce début d'année. Ouais, waouh. On va parler de tout ça de toute manière, mais trop dingue. Et pour toutes les personnes qui te connaissent pas et qui te découvrent aujourd'hui dans cet épisode, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire un petit peu, tu vois, ce que tu fais dans la vie et au-delà de ce que tu fais dans la vie, vraiment qu'on puisse cerner un petit peu qui tu es toi, Jessica, en tant qu'être humain et pas juste en tant que voilà ce que je fais, voilà quel est mon rôle, quelle est ma mission et tout quoi. Ouais, beaucoup de choses à dire, je pense. Je vais peut-être sur le pro parce que ça reste quand même le plus simple pour moi. Je suis plus habituée. Ouais. Donc, moi, c'est Jess. J'ai 31 ans et du coup, ma mission, c'est d'aider les entrepreneuses à trouver des clients sur Instagram et à développer leurs entreprises. Donc, j'ai commencé... moi, j'étais pas forcément destinée à être entrepreneuse. J'ai eu un parcours, entre guillemets, assez classique au niveau scolaire. Donc, j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis allée en DUT. Ensuite, j'ai eu ma licence en marketing et en vente. Ensuite, j'ai fait un Master 2 en marketing et en communication. Donc voilà, tout s'est enchaîné sans que j'ai trop de plans au début, assez naturellement. Et ensuite, vient le moment où il faut se lancer dans la vie active. Donc, je savais plus ou moins que je voulais quand même être indépendante. C'est vrai que je me souviens de moi quand j'étais sur les bancs de l'amphi, quand les profs demandaient qu'est-ce que vous voulez faire. J'étais la seule à cette époque-là parce que
voilà, les années passent et que ça commence à être un peu lointain maintenant. Mais à cette époque-là, l'entrepreneuriat n'était pas du tout démocratisé, et encore moins tout ce qui était auto-entreprise, micro-entreprise qui était mis en avant, c'était plus tout ce qui était start-up, etc. Et quand même, à ce moment-là, j'avais déjà mon idée d'être indépendante. Je savais que je voulais pas forcément créer une grosse structure, mais plutôt être à mon compte. Et donc, je me souviens de moi qui répond que j'aimerais bien travailler dans la communication, et notamment sur les réseaux sociaux, mais à mon compte. Et c'est pour ça, du coup, d'ailleurs, que j'ai créé mon auto-entreprise à ce moment-là. Mais en fait, ça s'est pas vraiment passé comme prévu, puisque erreur de débutante entre guillemets, mon premier client ça a été une agence de communication, et du coup comme c'était un gros contrat, je me suis carrément reposée là-dessus. Je me suis dit bah vas-y, c'est bon, j'ai un gros contrat, c'est parfait. Donc j'ai pas forcément trouvé, cherché d'autres clients à côté, et du coup OK. au bout de 3 mois l'agence m'a dit bah écoute, on est content de toi, mais maintenant on a besoin de quelqu'un en interne, donc soit tu prends un CDI, soit bye quoi. Donc là je me suis dit qu'est-ce que je fais. Je savais que je voulais quand même être indépendante, mais à ce moment-là en fait le CDI, c'était vraiment la voie royale pour la plupart des gens. Et c'était aussi finalement choisir le confort, la sécurité. Donc j'ai accepté. Mais voilà, sans grande conviction. 1 an et demi plus tard, du coup, sans rentrer trop dans les détails, mais bon, en même temps, je pense que ça peut être aussi intéressant d'en parler. Ça s'est pas forcément bien fini avec mon employeur. Il y a eu beaucoup OK. de problèmes d'harcèlement, harcèlement moral, harcèlement sexuel. C'est même allé jusque devant les tribunaux. Donc voilà, une mauvaise expérience salariale, même si ce que j'avais fait avant, parce que j'avais aussi travaillé dans un grand groupe, ça s'était bien passé. C'est vrai que ça m'a un peu, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup impacté. Et du coup, ça m'a amené à un gros travail d'introspection en mode, bon, bah, ok, maintenant c'est terminé, c'est derrière moi. Qu'est-ce que je fais? Peut-être que du coup, bah, c'est un signe qu'il faut que je me relance dans mes premiers amours pour l'entrepreneuriat. Et du coup, bah, là, ça fait 3 ans et demi que j'ai repris mon activité de micro-entrepreneuse. Donc au départ, j'étais community manager, donc prestataire de services. Ensuite, je me suis orientée vers du coaching parce que j'avais de plus en plus de demandes en ce sens. Et maintenant, ça fait 2 ans que je vis uniquement de mes formations en ligne. Donc j'ai encore basculé le business model du coaching vers la formation en ligne. Et voilà, c'est vraiment le business model qui me correspond le plus, qui correspond aussi le plus à ma vie de rêve et à la vie personnelle que j'ai toujours voulu avoir. C'est-à-dire vraiment un emploi du temps hyper flexible, zéro contrainte géographique. Donc voilà, c'est vraiment un super, super business model, et ça me permet aussi d'aider beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup plus Mmh. que ce que je pouvais faire quand j'étais prestataire de service ou coach. Et voilà, pour la partie pro, c'est là où j'en suis actuellement. Et pour la partie perso, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est une question quand même qui C'est est dur, hein? beaucoup plus dure de se présenter finalement sur la partie perso plutôt que sur la partie pro. Je pense que ce qui m'a toujours caractérisée depuis que je suis petite, c'est que j'ai vraiment soif de liberté. Je suis quelqu'un d'assez créative aussi. J'ai toujours été une petite fille assez téméraire qui fonce et qui a toujours besoin de s'exprimer à travers la création. Quand j'étais petite, je me réveillais la nuit pour peindre des peintures à 4 heures du matin. Ma mère me laissait faire d'ailleurs. J'ai toujours été assez soutenue, donc j'ai aussi été dans un environnement familial où on m'a quand même fait confiance et on m'a montrer que voilà, je pouvais choisir la vie que je voulais choisir. Mais voilà, au fur et à mesure, je me suis quand même, je pense, un peu perdue. En même temps, perdue, c'est aussi se chercher, je pense, à cet âge-là. Quand tu arrives, voilà, quand tu es ado, après quand tu es une jeune adulte, tu cherches un peu finalement à rentrer dans le moule. Et du coup, c'est pour ça que je me suis, ouais, j'irais un peu perdue dans le salariat. Mais finalement, c'est ce qui m'a aussi montré que bah, voilà, mon désir d'indépendance voilà, fait que j'ai voulu revenir à l'entrepreneuriat, et c'est ce qui m'épanouit à 100% aujourd'hui. Et voilà, et sur un plan amoureux, je suis en couple depuis 4 ans maintenant. Voilà, après des premières relations qui ont été plus ou moins tumultueuses, mais là, je suis vraiment dans une relation saine et, euh, et voilà, qui m'épanouit et qui me tire vers le haut. Et ça, c'est vrai que ça change aussi, et que en fait, je suis persuadée maintenant que le pro, le perso, tout est lié, et que finalement, bah, quand tu es aligné dans ta vie amoureuse, ça te tire vers le haut, vers ta vie professionnelle, et inversement aussi. Et, euh, et voilà. Ouais, Ça fait beaucoup de choses.
Non, mais c'est trop bien parce que moi, ça permet de cerner un petit peu, bah, voilà, qui est-ce que tu ton parcours et tout et je te rejoins vraiment sur le fait de l'importance d'être bien entouré, au-delà, tu vois, de la vie amoureuse, la vie amicale et tout, surtout quand, tu je trouve dans l'entrepreneuriat encore plus, là où c'est très facile de se sentir seul, de s'isoler un petit peu si justement de soi-même on va pas chercher les autres non plus. Parce que c'est vrai que, ben, tu travailles pas dans une boîte, donc tu pas d'autres collègues, tu es tout seul si tu pas d'autres personnes avec toi dans ta société et d'être comme ça entouré de personnes, tu vois, toi tu Tony, lui il t'a toi, là vous pouvez vous tirer vers le haut et tout, c'est juste trop, trop ouf et j'ai une question parce que tu dis, que tu es revenue un peu à ton premier amour, de l'auto-entrepreneuriat et tout. C'était au-delà de la volonté d'être libre, de pouvoir, travailler de n'importe où et tout, que ça puisse, que ton boulot, en fait, puisse s'adapter au style de vie qui, toi, t'épanouit. C'était quoi tes ambitions? C'est quoi, en fait, qui fait que, pour toi, le fait d'être entrepreneur, d'être à ton compte, c'est le truc qui te convient? C'était quoi tes ambitions premières en fait? Ouais, au-delà de la liberté géographique, parce qu'au départ, je me suis même pas dit ça, tu vois, spécialement. Ouais. C'est plus que dans ma personnalité, j'ai toujours été quelqu'un d'assez, hermétique à l'autorité. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je l'ai vu directement, avec mes profs, même si j'ai toujours été plus ou moins une bonne élève. Mais voilà, j'avais du mal, en fait, à même en entreprise et ça s'est vite confirmé parce qu'en fait, même si j'ai fait un master, j'ai fait quand même pas mal de stages. Après, j'étais en alternance. Donc j'ai très vite vu, finalement, que d'avoir un supérieur avec qui je suis pas forcément d'accord et c'est même pas que sur en termes de personnalité, etc. Des fois, c'est sur des choix pro. En fait, je me suis très vite Mmh. rendu compte que je voulais avoir une liberté créative aussi, parce que la liberté, c'est pas que, comme on l'a dit, géographique et emploi du temps, etc. C'est aussi vraiment pouvoir créer des projets moi-même et faire des choix sans qu'il y ait mon boss qui me dise bon, bah, moi, je ferais pas ça comme ça, je ferais ça comme ça, fais ci, fais pas ça. En fait, j'avais vraiment envie de pouvoir au quotidien m'impliquer dans des projets qui font sens pour moi et sur lesquels je suis 100% décisionnaire. Ça, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Et c'est pour ça aussi, je disais que j'ai vite su que c'était pas forcément l'univers des startups parce que il y a plein de formes entrepreneuriales. Et moi, on me parlait surtout de startups au début. Euh, mais même moi, je me vois pas forcément manager ou diriger des équipes. C'était vraiment genre, c'est pour ça que je parlais beaucoup d'auto-entrepreneuriat et d'être à mon compte. C'était vraiment juste moi, en fait. Je voulais être ma propre boss à moi, pas forcément avoir des employés et pas forcément être dans une grande structure, mais moi, en tout cas, pouvoir décider de mes projets à 100%, quoi. Ouais, je te comprends grave. C'est trop, trop ça résonne, beaucoup en moi là, ta réponse. Donc Ouais, t'es pareil. c'est ouais, ouais, c'est hyper important je trouve parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se lancent, tu vois, dans l'entrepreneuriat et qui se disent: «Ça va apporter plus de liberté». Ouais, mais de liberté de quoi? C'est quoi Mhm. qui est important pour toi aussi? Parce que ça vient nourrir une forme de pourquoi et c'est important après pour nourrir derrière ton projet. C'est ce qui va te faire aller au bout des objectifs que tu te fixes et tout ça. Et tu disais que ça faisait 3 ans du coup que tu t'es vraiment mis à fond, à ton compte et je lisais un peu dans ta présentation, la première année où tu as lancé ton business, tu as dépassé le seuil de TVA. La Mhm. deuxième année, tu as dépassé le seuil de la micro-entreprise et la troisième année, tu as créé ton entreprise. De où? De comment? De pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Selon toi, en fait, c'est quoi les principales raisons qui ont fait que en seulement 3 ans entre guillemets, tu as réussi à exploser comme ça, à faire péter toutes, ces seuils puisqu'il s'agit de seuils là. Il s'est passé Ouais. quoi? Alors, il s'est passé quoi? En vrai, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée au début, c'est que j'étais sur un business model assez «simple» entre guillemets et qui permet d'avoir des revenus récurrents facilement. Mmh. Parce qu'en fait, quand tu es community manager, quand tu te lances, en fait, tes clients, ils ont besoin de toi tout le temps, tous les mois. Si ça se passe bien, ils vont renouveler le truc tous les mois, tu vois? Ils sont pas, par exemple, contrairement à une graphiste qui, par exemple, va faire des identités visuelles, en général, c'est des prestations one shot, donc Ouais. tu vois, tu as moins ce truc récurrent facilement. Donc finalement, j'étais sur un business model où j'avais pas besoin de 150 clients pour 100% vivre de mon activité. Donc je pense que ça déjà, ce business model de community manager freelance m'a aidé. Ensuite, je pense qu'il y a quand même autre chose qui m'a aidé, c'est que je suis arrivée, j'avais mon
expérience en agence de communication, je le voyais bien, ça a aidé aussi quand tu te présentes et que tu dis que tu as déjà travaillé en agence de communication forcément, et en plus que tu as un diplôme dans le secteur, un master 2, on te fait quand même plus facilement confiance. Faut aussi, tu vois, genre rendre à César ce qui est à César. Voilà. C'est pas forcément justifié parce que franchement, c'est ce que je dis tout le temps, mes études, c'est pas forcément ce qui m'a le plus apporté. Mon expérience en agence, ça m'a vraiment aidé aussi. Mais en fait, là où j'ai le plus appris, c'est sur le terrain. C'est vraiment quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est quand j'ai développé mon nombre de clients et tout. Donc, je sais maintenant avec du recul que c'est pas ce qui m'a le plus formé et été le plus riche pour moi d'apprentissage. Mais en tout cas, à ce moment-là, je pense que ça a rassuré les clients que je pouvais avoir. Et la troisième chose, c'est que je pense que j'ai aussi cette facilité à pas me poser 400 milliards de questions. Si je dis ça, c'est parce que j'ai beaucoup de mes élèves et de mes clientes, tu sais, qui, quand elles se lancent, se posent vraiment toutes les questions possibles et imaginables, même sans avoir de clientes. Elles se demandent, mais quand j'aurai un client, comment je vais faire ci et comment je vais faire ça. Et tu vois qu'ils vont avoir beaucoup de croyances limitantes. Alors, je dis pas que j'en ai eu. Moi, j'en ai eu beaucoup, je pense, sur le sujet de l'argent. Mais par contre, sur le fait de me lancer, de proposer mes services, même si mes offres, je les avais pas encore testées, bah, je les lançais, je voyais ce que ça donnait. Derrière, derrière, je réajustais le truc, tu vois. C'est vraiment dans mon caractère de pas forcément me poser 30 milliards de questions. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et aussi, directement, j'ai eu ce truc de lancer mon compte Instagram, d'avoir une vitrine et surtout de prouver à mes clients que je pouvais leur apporter la même chose qu'à moi, c'est-à-dire de trouver des clients sur Instagram. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui ont fait que à ce moment-là, en auto-entreprise, en prestation de service sur du community management, ça a bien fonctionné. Et ensuite, en fait, je pense que ma force a été d'être vraiment à l'écoute de mon marché, à l'écoute de mon audience. Parce que, tu vois, au départ, je me suis pas dit, au bout de quelques mois seulement, je vais lancer une offre de coaching. Si j'ai lancé une offre de coaching, j'aurais jamais pensé être coach Instagram. Hein. Mais si je l'ai fait, c'est parce que j'ai eu de plus en plus de demandes en message privé où on me disait, ben moi, j'ai pas forcément, tu sais, le budget pour passer par un community manager et pour dépenser 500, 600, 700, 800 euros par mois là-dedans. Par contre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de le faire moi-même. Et c'est là que je me suis dit, bah vas-y, feu, pareil, mon offre de coaching, de base, j'avais 0 base et je l'ai juste pensé comme ça, je l'ai vendu. Et ensuite, tu vois, à partir du moment où je l'ai vendu, j'ai créé les séances de coaching, mais pas avant, tu vois, genre j'ai jamais fait les choses vraiment en mode, ok, il faut que toutes mes séances, j'ai 4 séances, elles soient déjà carrées, que je sache exactement ce que je vais faire, comment je vais le faire et tout. C'est plus, genre, je prends la température au niveau de mon audience, je vends le truc et après je crée mon offre et au fur et à mesure je réajuste. Donc voilà, je pense que être à l'écoute de mon marché, ça m'a aidé. Même quand j'ai fait la transition du coaching vers la formation en ligne, c'était pareil. C'était que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de demandes de coaching et que je pouvais plus assurer, prendre autant de coachés que ce que je voulais. Donc je me suis dit, bah quelle est la solution pour que je puisse accueillir toutes ces personnes qui me font des demandes? Bah, c'est la formation en ligne parce que là, tu peux avoir 500, 600, 700, 800 élèves sans souci. C'était pas plafonné et en même temps, en plus, ça correspondait à mes aspirations personnelles. Mais voilà, je pense que c'est vraiment arrêter de me poser des questions, passer à l'action et être à l'écoute de mon audience. Ouais, et ça, c'est trop intéressant ce que tu disais sur le fait que souvent on se pose des questions, en fait, qui pour l'instant n'ont pas lieu d'être. Bah, après ça se comprend parce que souvent c'est très ancré, comme tu disais, sur, des croyances que tu vas avoir, des peurs, des insécurités et toi tu parlais que tu avais beaucoup de croyances par rapport à l'argent. C'est quoi le process que tu as eu du coup pour déconstruire tout ça? C'est hyper intéressant. C'est vrai que, en fait, pour parler un peu de mon... Parce que je pense que chacun a un rapport différent à l'argent. Pour parler du mien, en fait, je viens d'une famille modeste. Alors, j'ai toujours eu de quoi manger dans mon assiette. Mais c'est vrai que j'ai eu ce modèle de ma mère, qui a toujours été une femme indépendante, qui nous a élevés seuls avec mon frère et qui s'est toujours... vraiment battue pour s'en sortir, pour payer ses factures. Et donc, on n'a jamais trop manqué de rien. Mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours vu ma mère lutter pour gagner 1800 euros, 2000 euros par mois. Et pour moi, dans ma tête, du coup, inconsciemment, je pense que je me disais, en fait, Jess, peu importe le taf que tu vas fournir, peu importe ce que tu vas faire, comme j'ai eu ce modèle de ma mère qui gagnait pas forcément très bien sa vie, je me suis dit, en fait, peu importe où tes efforts,
tu gagneras 2000 euros par mois. Et en fait, pour moi, c'était déjà énorme. Et je m'en souviens, au tout départ, quand je commençais à toucher des 4-5 000 euros en auto-entreprise, mais j'étais là, mais genre, pour moi, ça me paraissait indécent limite, parce que vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pour moi, ça correspondait, tu vois, au salaire qu'un cadre pouvait se faire dans une grande Ouais, start-up, ouais. à manager des dizaines de personnes, etc. Donc, j'ai eu un peu eu en fait, le syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai pas eu au début parce que j'étais un peu dans ma zone de confort, dans le sens où ce que je proposais pour mes clients en tant que dans la prestation de service, je l'avais proposé en agence, donc je savais un peu ce que je faisais et tout. Mais là où j'ai eu un syndrome de l'imposteur, justement, c'est quand j'ai commencé à passer des paliers au niveau de mes revenus, parce que vraiment, ça me confondait à ce truc. Putain, mais ma mère, vraiment, je l'ai vue lutter au travail, je l'ai vue faire plein de taf, mais qu'elle aimait pas, et tout ça pour gagner à peine de quoi vivre et à peine de quoi payer ses factures. Donc pourquoi moi, en faisant un truc que je kiffe, genre, et en ayant l'impression limite de pas travailler, bon, bien sûr que c'était du travail, mais ça restait ma passion. Genre, comment ça se fait que je touche autant d'argent? Et du coup, bah, qu'est-ce qui m'a aidée dans ce sens? Je pense que c'est beaucoup de contenu que j'ai trouvé finalement. Moi, YouTube, les podcasts, ça a toujours été mon refuge depuis que je suis adolescente, même, tu vois, à l'époque, je regardais beaucoup les youtubeuses beauté et tout. C'était un peu ma safe place, ma bulle. Et ben, il y a de plus en plus de contenus qui ont été développés dans la sphère entrepreneuriale. Et du coup, c'est vrai que j'ai entendu des personnes qui parlaient de leur rapport à l'argent, qui parlaient, voilà, de leur blocage aussi, de comment ils les avaient surpassés. Et du coup, qui légitimaient aussi que on peut gagner de l'argent sans être un requin, sans s'asseoir sur ses valeurs, parce que ça me faisait très peur aussi. Pour parler encore une fois de ma mère, c'est un peu le cliché de la nana anticapitaliste qui pense que tous les riches sont des connards, etc. Et du coup, j'avais aussi ça dans ma tête. Et en fait, Ouais. de rencontrer et même tu vois, virtuellement, même d'entendre des gens qui ont un business aligné et qui pourtant arrivent à faire beaucoup d'argent et qui utilisent aussi cet argent pour construire leur vie de rêve, mais aussi à des fins, tu vois, plus globales, dans des associations et tout. Je me suis dit, bah non, en fait, on peut gagner de l'argent et être une personne bien, tu vois. Et c'est bête, mais ça m'a beaucoup aidée. Et aussi en parallèle, on en parlait tout à l'heure, mais Tony a commencé dans l'entrepreneuriat beaucoup plus tôt que moi. Donc je l'ai vu aussi gagner beaucoup d'argent. Et voilà, et je sais que c'était pas un connard puisque c'était mon mec, donc ça m'a aussi ça m'a aussi aidé à comprendre que voilà, on pouvait faire les choses bien et gagner beaucoup d'argent. Et voilà, c'est toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois, je dis que les réseaux sociaux, ok, ça a sa part de négatif parce qu'on peut vite tomber dans la comparaison, mais ça a aussi une part très positive, c'est que on rencontre, entre guillemets, même virtuellement, des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vie de tous les jours et qui nous ouvrent les yeux, en fait, sur des possibilités, sur des modes de vie auxquels on n'aurait jamais pu aspirer si il n'y avait pas eu Internet, tu vois. Ouais. Moi, le monde du freelancing, le monde de l'entrepreneuriat, pour moi, c'était genre que les Steve Jobs, c'était que des cercles fermés d'hommes, tu vois, riches en costard cravate et tout. Bah, j'ai découvert que pas du tout, que tu pouvais très bien entreprendre d'une forme différente, beaucoup plus simple et qui soit toujours aligné avec tes valeurs et faire beaucoup d'argent. Et franchement, voilà, ça a été vraiment game changer pour moi. Donc voilà. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis et je te rejoins aussi sur les croyances là que tu as mentionnées. En ce moment, j'accompagne un groupe, d'entrepreneurs, à l'intérieur de mon coaching de groupe et la semaine dernière, on a travaillé sur justement le money mindset et toutes les croyances liées à l'argent et en fait, tu te rends compte vraiment que c'est toujours les mêmes croyances qui reviennent, surtout quand tu viens un peu de la classe, moyenne, comme tu as dit, avec ce truc-là de si tu veux faire beaucoup d'argent, il faut travailler très, très dur. Ça, c'est un truc qui Mmh. revient beaucoup et le truc de, si, je fais beaucoup d'argent, je vais devenir une mauvaise personne. Et ça, Complètement. tu vois, c'est des trucs qui reviennent beaucoup et quelque chose qui aide beaucoup, tu vois, moi, que je vois dans les nanas que j'accompagne sur ces problématiques-là, c'est aussi d'arriver à se détacher et de prendre conscience que t'es pas née avec ces croyances-là, qu'elles viennent de quelque part et donc arriver à identifier d'où est-ce qu'elles viennent et à toi ensuite te reprogrammer en te construisant toi des croyances qui sont basées sur des nouvelles preuves que tu as sans te baser sur la croyance qu'on t'a apportée sans qu'il y ait forcément de preuves puisque ces croyances, elles t'appartiennent pas. Donc c'est à toi d'aller te trouver de nouvelles preuves que ces croyances-là que tu portes, elles sont pas vraies. Parce qu'il y a plein de choses autour de toi qui te prouvent que c'est pas vrai.
Et justement, comme tu disais, aujourd'hui, on a cette possibilité juste trop ouf d'avoir accès grâce à Internet, à des entrepreneurs à succès. Tu vois, l'argent, ça devient quand même de moins en moins tabou, on en parle et tout. Donc, ça permet d'avoir accès à ces sphères-là, d'ouvrir les yeux, de voir ce qui est possible et d'arrêter de se restreindre à ce qu'on a connu et vraiment essayer de s'émanciper de ça, en fait. Ouais, je te rejoins complètement. C'est vrai que tout le travail, finalement, c'est la première chose, c'est déjà d'identifier d'où viennent tes croyances, limitantes et surtout, ouais, de comprendre qu'elles sont légitimes dans le sens où c'est ce que tu as vécu par rapport à ta Mmh. famille et cetera. C'est Ouais. vraiment de l'expérience, mais qu'elles sont pas fondées, en fait et que, ouais, il y a plein d'autres modèles qui existent et que, bah, ouais, c'est pas gagner de l'argent, en fait, c'est juste l'argent, c'est juste une énergie. Puis après, c'est à toi de le dépenser comme tu veux et c'est pas une fin en soi non plus. Et en plus, c'est trop cool de gagner bien sa vie, tu vois? Il y a vraiment rien de mal là-dedans. Mais c'est vrai que, de toute façon, on est forcément marqué par ce qui se passe pour nous dans l'enfance, au niveau de notre scolarité, au niveau de notre famille. Et je pense aussi, tu vois, j'avais aussi ce débat en message privé avec un abonné qui me disait oui, j'ai écouté tes épisodes de podcast où tu t'expliquais justement que tu venais d'une famille modeste et que du coup, tu avais un rapport à l'argent qui avait été compliqué en tout cas. Il me disait, mais aussi dans l'autre sens, et j'aimerais bien aussi rencontrer enfin peut-être échanger sur mon podcast sur un épisode là-dessus avec une personne comme ça. En fait, il disait moi, je suis venue d'une famille aisée et justement déjà je trouve que c'est rare de trouver des personnes, tu vois, qui assument le fait de venir d'une famille aisée. Et il disait en fait, mais moi aussi j'ai plein de croyances. Alors justement, c'est à l'inverse de toi, mais au contraire, tu vois, ça m'a en fait, il disait, j'ai l'impression que les personnes qui viennent de familles modestes ont plus la niaque. Il disait, moi, je suis restée très longtemps en fait dans ma zone de confort parce que justement, bah, je viens d'une famille aisée et j'avais pas forcément tendance à avoir la hargne, à savoir ce que je voulais faire, à sortir, enfin voilà, à me sortir entre guillemets les doigts du cul parce que je savais que j'étais confortable. Et donc forcément, c'est aussi des choses qui l'ont bloqué lui à un moment donné, tu vois, de se reposer trop sur ses lauriers. Ouais. Je pense que, tu vois, j'en connais d'autres aussi. J'ai des potes, bah, pareil, qui viennent de familles aisées, mais par exemple, un pote qui vient d'une famille aisée, mais en fait, ses parents, eux, venaient d'une famille modeste. Donc, en fait, il les a entendus toute sa vie lui répéter qu'en gros, ils s'étaient fait eux-mêmes, qu'ils étaient arrivés voilà, en travaillant dur, etc. Et bah, lui, il traîne toutes ces casseroles de bah, moi aussi, il faut que je prouve à mes parents, du coup, que je peux m'en sortir et qu'il faut moi aussi que je travaille dur. Donc, je pense que, en fait, venir d'une famille modeste ou d'une famille plus aisée, c'est des combats qui sont différents, mais par contre, c'est tout aussi compliqué. Ça peut être tout aussi compliqué au Mmh. niveau des batailles que tu as à livrer, quoi. Ouais, carrément. Et je pense qu'il y a ce truc, comme tu disais, quand tu viens d'une famille un peu plus aisée, là où c'est encore plus tabou parce que tu viens d'une famille aisée, entre guillemets, et si toi, peut-être, tu réussis pas, ou si peut-être toi, tu te bats pas autant, tu vois, on va peut-être encore plus t'en foutre plein la gueule parce que t'es né avec une cuillère en argent dans la bouche, truc et machin, tu vois. Donc c'est hyper Mm, intéressant mm. aussi, tu vois, de le voir de ce côté-là parce que je dis pas que c'est plus facile, mais je pense que quand tu viens d'une famille modeste, en effet, t'as davantage peut-être ce truc-là de: «J'ai pas envie de reproduire ce qu'ont fait mes parents, j'ai pas envie d'avoir le style de vie qu'ils ont eu, donc si je veux Mm, m'en sortir, je sais qu'il va falloir que je me bouge le cul, que je me sorte les doigts, que je passe à mm. l'action et cetera». Alors que dans le sens inverse, il peut y avoir pareil, des croyances limitantes ou des blocages ou quoi, mais qui te bloquent tout autant, en fait. Et ça, c'est vrai qu'on en parle pas souvent, tu vois, au final. Ouais, et même d'autres traumas. Par exemple, je sais pas moi, si oui, tes parents, ils étaient très aisés, mais parce qu'ils passaient leur vie au travail, bah, tu peux avoir Ouais. le trauma de j'ai pas eu assez d'amour, mes parents, ils étaient pas là pour moi. Donc, tu vois, avoir d'autres problèmes d'estime, de confiance, etc. Moi, à ce niveau-là, tu vois, ça a été, enfin, par contre, incroyable parce que ma mère, elle m'a toujours soutenue. Enfin, voilà, j'ai toujours eu cet amour-là et ça m'a beaucoup aidé aussi, je pense, dans l'entrepreneuriat quelque part. Mmh. Donc, je pense qu'on a tous des parcours différents, mais comme tu dis, l'important, c'est d'identifier, de comprendre un peu d'où on vient, comment est-ce qu'on fonctionne, quel traumatisme on a eu. Et du coup, déjà, rien que d'identifier ça, ça nous permet de mieux gérer les choses par la suite, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'avais envie de te poser une question aussi parce qu'il y a pas longtemps, tu as fait un post qui m'a trop parlé et j'ai trouvé ça trop chouette que tu en parles et
comme d'ailleurs plein de sujets dont tu parles, et c'est toujours hyper cash, et t'as pas peur de mettre les 2 pieds dans le plat, et ça j'aime trop ta manière de faire, et de parler, tu vois, de sujets qui pourraient être un peu tabous, et d'arriver et de dire: «Ben non, en fait, on va en parler parce qu'il faut en parler». Et j'ai trop aimé ton post sur le fait de passer en société, dans lequel tu disais que tu venais de passer en société, et que ça faisait pas de toi, ça voulait pas dire en fait que ça y est, tu jouais dans la cour des grands, ça faisait pas de toi une plus grande entrepreneur. Parce que c'est vrai que ça, c'est un autre truc qu'on voit souvent, qu'on entend souvent, que moi j'ai beaucoup entendu aussi, parce que moi je suis toujours en micro-entreprise. Le truc de dire: «Ah mais non, mais tu vas voir meuf, le jour où tu vas passer en société, tu vas être, en mode, là, tu vas vraiment capter que c'est complètement différent, que, ça y est, tu dans la cour des grands». Justement, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, et toi, tu as pas du tout ce genre de discours. Pourquoi? Ouais, non, moi déjà, je supporte pas ce que j'appelle, ouais, le snobisme un peu Ouais, entrepreneurial, des gens qui se prennent un peu au-dessus des autres parce qu'ils sont en société alors que les autres sont en micro et tout. Il y a même des gens qui considèrent que, par exemple, les freelances ne sont pas des entrepreneurs, que les prestataires de services ne sont pas des entrepreneurs, etc. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et justement, je trouve qu'on a trop tendance, tu vois, moi, je le vois beaucoup avec mes élèves, avec les femmes que j'accompagne, elles ont toujours tendance à minimiser ce qu'elles font. C'est toujours ma petite entreprise, ma petite activité, mon petit ouais, chiffre d'affaires, mon petit truc et tout machin. Et sauf qu'en fait, déjà pour moi, avoir de l'ambition, c'est pas forcément que vouloir gagner énormément d'argent. C'est pas forcément que vouloir embaucher des salariés, avoir des grosses équipes, mettre des gros moyens, etc. Pour moi, une nana ambitieuse, ça peut être tout simplement une meuf qui veut même gagner entre guillemets je sais pas moi, 2000 euros par mois et juste avoir beaucoup de temps pour sa vie de famille ou pour ses passions, pour voyager, bref, peu importe en fait. Pour moi, l'ambition, c'est pas que vraiment ouais, être dans des grosses sociétés, dans des grosses structures, avoir des grosses ambitions en termes de chiffre d'affaires. C'est plus savoir qui on est et se sortir des doigts du cul pour être heureuse de la façon dont on est vraiment heureuse. Et, euh, et du coup, voilà, c'est pour ça que je trouvais ça important. Moi, je suis passée en société, mais c'est parce que j'avais plus le choix parce que je dépassais les seuils. Mais vraiment, genre, mon quotidien et ce que je fais au quotidien, moi, n'a pas changé par rapport à la micro-entreprise. Bon, il y a un peu plus de compta, et ça, c'est un peu oui. plus relou. C'est voilà, un fonctionnement qui est un peu différent. Mais en soi, ça change rien à l'activité, à ce que je fais tous les jours. Et mes ambitions, elles ont pas changé. Et la façon dont je vois mon entreprise n'a pas changé non plus, quoi. Donc, finalement, c'est juste des statuts. Je sais qu'il y a aussi, tu vois, moi je connais des gens qui, au départ, n'ont même pas commencé par une micro-entreprise parce qu'ils voulaient juste avoir la fame de, en se présentant, dire ah bah moi j'ai une société, tu vois. Et moi, c'est vraiment OK. tout ce que je déteste. Enfin, je trouve que voilà, c'est juste nourrir un ego, alors qu'au final, je connais des micro-entrepreneurs qui sont beaucoup plus rentables que des gens qui ont des sociétés, tu vois. Donc ça veut Ouais. vraiment rien dire. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, et j'en parlais il y a en venant ici au Pays Basque là avec mon mari, parce qu'on parlait de l'argent tout à l'heure, et le truc de, oui, l'argent c'est de moins en moins tabou, mais en fait, ouais, c'est de moins en moins tabou parce qu'en fait les gens parlent de leur chiffre d'affaires, mais derrière, comme tu dis, en fait, tu peux dire: «Ouais, j'ai fait, je sais pas moi, 100 000 balles de chiffre d'affaires, sur le mois de février», mais derrière, il est réparti comment cet argent? Qu'est-ce qui te reste à la fin? Comment? Et en fait, c'est Ouais, ouais, c'est le quoi la rentabilité? ouais, exactement, tu vois? Et c'est «facile» entre guillemets d'annoncer un gros chiffre d'affaires, mais derrière vraiment il y a quoi, tu vois? Et c'est la même chose que ce que tu disais. Oui, tu peux dire que que tu as une société, que truc et machin, mais derrière, c'est quoi la rentabilité, en fait? Et ça, c'est vrai qu'on a vu, parce qu'on je sais que tu étais à Bali aussi, donc tu connais un peu, mais on a rencontré beaucoup de gens là-bas et on a rencontré justement beaucoup d'entrepreneurs qui sont tombés un peu dans ce piège du toujours plus. C'est-à-dire toujours plus de chiffre d'affaires, toujours plus de clients, mais du coup, qui dit plus de chiffre d'affaires et plus de clients, dit plus gros efforts marketing, dit, plus de salariés ou plus de prestataires et qui finalement, en fait, se sont retrouvés déjà non plus à être dans le processus de création, mais être dans le processus de management plus qu'autre chose, qui leur Ouais. correspondait pas du tout et au final, pour une rentabilité qui est beaucoup moins importante, parce que même s'ils font plus de chiffre d'affaires, ils ont tellement plus de charges, tellement plus de coûts, qu'au final, ce qui leur reste dans la poche à la fin du mois, c'est beaucoup moins important qu'avant. Mmh. Et donc voilà, faut faire vachement gaffe à ça parce que justement sur les réseaux, bien sûr qu'on le disait juste avant, bien gagner sa vie et faire beaucoup de chiffres, c'est trop bien. Mais il faut aussi
tu vois, se fixer des non négociables. Je pense qu'on peut vraiment définir ça comme ça, se fixer des non négociables en mode, moi, qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer dans mon entreprise? Et moi, c'est pour ça que, par exemple, cette posture de manager, je pourrais, si je voulais faire plus de chiffre d'affaires, sortir des énormes programmes avec toute une équipe de closers, avec des assistantes, avec des coachs, plein de trucs et tout machin. Je pourrais le faire, je pourrais clairement le faire et je ferais plus de chiffres. Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de continuer à ne pas avoir le moins de contraintes horaires possible, à ne pas manager, mais vraiment à rester sur le processus de création, à rester proche de ma communauté aussi. Et du coup, c'est un vrai choix. Et je pense que c'est tout un travail parce que finalement, c'est un travail même qui peut être, tu vois, parce qu'on évolue aussi, donc des fois, on peut avoir des envies et peut-être que ça change et tout. Donc, c'est un travail qui est très complexe à faire, mais je pense qu'il est très important parce qu'on peut vite se retrouver dans une forme entrepreneuriale qui nous correspond plus du tout. Et moi, ça, je le vois grave, surtout quand on est à Bali, quand on voyage et quand on rencontre de nouveaux entrepreneurs. Et c'est là qu'on se voit, qu'on se dit, mais en fait, c'est non négociable, il faut vraiment pas faire l'impasse dessus. Qu'est-ce qui est non négociable pour moi au niveau de mes valeurs, au niveau de mon style de vie perso, et qu'est-ce qui est non négociable aussi au niveau pro, c'est-à-dire quelles sont les valeurs sur lesquelles tu veux pas t'asseoir, parce que pareil, il y a plein, en termes, si on parle de stratégie marketing, il y en a plein. Moi, j'utilise que des stratégies marketing avec lesquelles je suis 100% alignée, et je sais que c'est pas grâce à ça, quelque part, si j'utilisais des stratégies un peu plus douteuses, je pourrais faire beaucoup plus de chiffres, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et moi, j'ai toujours envie d'être présente dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et pour moi, cette vision à long terme, elle est beaucoup plus importante qu'une vision à court terme, tu vois. Donc, je pense que ce qui est compliqué, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup qui se lancent aussi quand ils sont jeunes, et c'est trop bien. Mais en même temps, plus t'es jeune et plus t'es influençable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, maintenant, j'ai 31 ans. J'ai su définir ce qui était important pour moi dans ma vie. Et je me connais beaucoup plus que, tu vois, à 20 ou à 25 ans, forcément. Et du coup, je sais ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus. Et ça a été vraiment mon guide entrepreneurial, tu vois. C'est super important. Ouais, et puis comme tu disais de définir, ouais, tes valeurs et tes non négociables, en fait, c'est les fondations après qui vont définir un petit peu toutes les prises d'action ou justement les prises de non-action, en ayant vraiment ce cadre qui va être ta direction derrière, pour être sûr d'avancer, en étant aligné avec, ce que tu as envie, avec tes valeurs, avec ce qui est important pour toi, avec, ce pourquoi tu as envie de te battre aussi, et que ce soit ancré sur ta mission, la manière dont tu as envie de vivre ta vie. Donc c'est important, en effet, je te rejoins, de faire ce travail en amont-là. Qu'est-ce que toi, tu as appris de ton passage en société? Parce que je pense que, bon, tu apprends des choses quand tu crées ton entreprise, mais je pense que tu as appris d'autres choses encore quand tu es passé en société, en fait. Ouais. Alors c'est très récent quand même, hein. Ça fait 1 mois que je suis passée en société. Donc c'est vraiment, après, pour le coup, pour l'instant, j'ai pas d'énormes leçons à partager par rapport à ça. Maintenant, ce qui est cool, c'est plus sur une partie technique, c'est que tu peux passer plus de choses en charge. Donc Ouais. ça, c'est quand même bien. Et ensuite, ça te permet aussi d'avoir en vrai une meilleure tenue de budget. Pourquoi? Parce que quand tu as une micro-entreprise, l'argent l'argent pro et l'argent perso, c'est pas opaque, en fait. C'est assez, Mmh. bon, il y a des règles financières qui font que tu te dis: «Oui, normalement, je suis censée mettre 10 de ma trésorerie, 10 de mon CA mensuel en trésorerie, et cetera». Mais moi, je sais que je l'ai pas toujours fait, honnêtement. C'était plus, voilà, quand voilà, je paye mes cotisations URSSAF et ma TVA, et après le reste, bon, vas-y, si j'ai envie de piocher dedans, voilà, c'est plus ou moins ma rémunération, mon compte personnel. Là, en société, ça n'existe pas, parce que tu dois te verser une rémunération mensuelle fixe, Ouais. et après, tu peux aussi te verser des dividendes une fois par an. Mais c'est quand même beaucoup plus opaque, en fait, entre ton argent pro et ton argent perso. Donc ça me permet quand même, c'est quand même pour moi un avantage, dans le sens où justement t'es moins tenté, entre guillemets, d'acheter des trucs dont t'as pas forcément besoin, entre guillemets, et ça te permet vraiment d'avoir un cadre. Et ça, finalement, c'est une bonne chose, parce que ouais, ça te permet de plus économiser et de plus investir aussi. Même si l'investissement, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai fait directement, même quand j'étais en micro. Ça, c'est aussi pour moi une autre forme de liberté, tu vois, d'investir. Là, ça se passe très bien au niveau de mon entreprise, et je touche du bois. Là, on me voit pas, mais sur mon bureau, enfin, si, on me voit du coup, sur mon bureau, pour que ça continue de marcher comme ça. Mais
je pars du principe aussi que, tu vois, genre, je te l'ai dit au début, je suis une fan de liberté. Et pour moi, plus tu as de sources de revenus différentes, plus tu es libre, parce que plus tu as le choix, en fait. Et Ouais. c'est vraiment mon objectif de me dire d'ici 5, 10 ans, ben voilà, j'ai des appartements pour lesquels j'ai des rentes. J'ai du coup un patrimoine, j'ai investi en bourse, j'ai investi en crypto. Et du coup, c'est des assets qui sont différents de ma société. Mais pour moi, c'est aussi super important. Ouais, c'est hyper important, je te rejoins. Et bon, là, on a parlé, tu vois, Jess, depuis le début de toutes tes réussites, tous les trucs trop stylés et tout. Mais est-ce qu'il y a eu des échecs pendant ces années d'entrepreneuriat? Alors, des échecs. Alors, moi, des échecs, j'en ai eu Entre déjà guillemets. beaucoup. Ouais, c'est toujours le mot énorme, mais justement, Ouais, souvent, on se rend compte après que souvent, c'est des apprentissages. ouais. Pour moi, les échecs, j'en ai connu plus quand j'étais justement salariée que dans l'entrepreneuriat finalement. Vraiment pour moi, enfin voilà, quand je me suis fait virer du jour au lendemain de mon agence de communication, c'était vraiment un énorme échec. Enfin, tout le monde en fait voyait ça comme un échec parce que ça fait 1 an que tu es en CDI, même un peu plus, que les gens t'imaginent voilà, au fur et à mesure progresser, monter en compétences, voilà, et puis rester dans ton CDI. Et finalement, bah, tu te fais virer du jour au lendemain. Tu sais, c'est un peu, tu te retrouves au chômage. Du coup, les gens ils te retrouvent. T'as toujours un peu ce regard des autres qui est compliqué. Et sur le coup, ouais, je l'ai vécu comme un échec. Je me suis dit, mais meuf, enfin, vas-y, je sais pas, t'es nulle, tu vois, de te faire virer, alors qu'au final, il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était pas forcément de ma faute, mais par A plus B, au moment où tu le vis quand même comme un échec. Et en fait, plus tard, tu te rends compte que, enfin, moi, maintenant, quand on me demande, je dis, mais c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver dans la vie, c'était de me faire virer. Vraiment. C'était parce que pour moi, c'est le déclic qui a fait que je me suis mise de manière sérieuse dans mon activité auto-entrepreneur. Et en fait, s'il n'y avait pas eu ça, bah, je serais peut-être restée salariée toute ma vie. Et en fait, j'aurais eu une vie qui ne me Ouais. correspond pas parce que quand j'étais en CDI, même si ça n'a pas duré très longtemps, euh, je savais que j'étais pas à ma place. En vrai, au fond de moi, je le savais parce que ça me faisait pas vibrer tous les jours quand j'allais au bureau. Et il y a plein de salariés à qui ça convient et tant mieux parce qu'on est tous différents. Mais moi, je savais que c'était pas ma place et je m'écoutais pas en fait. Et vraiment, d'avoir pris ce truc, ce coup de massue derrière la tête en mode je me fais virer, ça m'a permis de reposer les bases, de vraiment introspecter et de me lancer dans quelque chose qui est 1000 fois plus adapté à ma personnalité et à mon énergie. Donc finalement, cet échec qui s'est grave transformé en apprentissage et finalement en succès même. Et après, en entrepreneuriat, bien sûr, il y a des stratégies qui fonctionnent moins bien que d'autres. Il y a des contenus qui fonctionnent moins bien que d'autres. Il y a des offres qui marchent moins bien que d'autres aussi. Mais en fait, j'ai tellement, comment dire, je suis tellement reconnaissante. Je pense que ça, c'est aussi lié à mon aventure salariale. Je suis tellement reconnaissante au quotidien d'être entrepreneuse, dans tous les cas, Mmh. parce que j'ai tellement connu quelque chose qui me correspondait pas dans le salariat que bah, en fait, même s'il y a des petits coups de moins bien des fois et tout, genre je vais pas le vivre de manière trop négative parce que dans tous les cas, je suis hyper reconnaissante. Bien sûr que j'ai des coups de moins bien, mais j'arrive quand même assez bien à les gérer. Et voilà, après, c'est aussi arriver à prendre du recul sur, bah, en fait, c'est des stratégies qui n'ont pas marché. C'est pas moi qu'il faut remettre en question. C'est vraiment, bah, ok, vraiment de manière factuelle, de manière très statistique, regarder, voilà, à quoi c'est dû, etc. Mais c'est pas moi. Vraiment se réussir à se détacher. Et puis je pense que ce qui m'aide aussi, c'est d'être avec un entrepreneur. On en a parlé un peu au début, mais c'est vrai que quand tu te lances dans ton activité, tu peux très vite te sentir seule parce que bah voilà, tu mènes ton projet de A à Z, tes coups de moins bien, tu les vis tout seul, etc. Et surtout quand tu n'as Mmh. pas un entourage qui est entrepreneur du tout. Mais moi, c'est vrai que d'entreprendre, du coup, avec Tony, qui lui a sa société, enfin son entreprise depuis 6-7 ans maintenant, bah, forcément, c'est une force parce qu'on se comprend, parce qu'on se parle beaucoup, parce qu'on partage tout ensemble, on partage nos réussites, nos échecs, nos coups de moins bien, nos coups de trop bien. Et forcément, c'est une force et ça nous permet vraiment de prendre du recul, quoi. Ouais. On en revient encore, tu vois, à l'entourage et je te rejoins, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu parce que, dans mon entourage, il y a
pas d'entrepreneur à part mon mari qui est entrepreneur et maintenant ma sœur qui s'y est mise aussi. Mais pendant des années et encore même des fois, tu vois, ça m'arrive ce truc de me sentir un peu seule, d'autant plus quand tu taffes tout seul dans ton biz et que tu personne entre guillemets avec qui brainstormer quand tu as des idées d'offres et tout. Tu vois, genre je pourrais brainstormer avec mon mari, mais enfin il est pas du tout dans la même thématique que moi. On n'a pas du tout les mêmes croyances entre guillemets, tu vois. Donc c'est toujours un peu délicat. C'est quoi toi tes conseils justement, tu vois, pour une entrepreneur qui commencerait et qui a envie de s'entourer d'autres entrepreneurs pour pouvoir se supporter et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas pour rentrer dans des cercles justement et découvrir des gens qui sont un peu dans le même délire que toi? Aller à Bali. Je pense que tu De fou. je pense que tu diras pas le contraire. Non, mais c'est vrai qu'il y a, bah, tu connais Bali, donc c'est vrai que Ouais. à Canggu, en fait, c'est très petit et tu as une concentration d'entrepreneurs au mètre carré qui est absolument hallucinante. Donc, en vrai, c'est génial parce que, en fait, quand tu vas là-bas, tu es sûr que tu vas rencontrer des gens qui sont comme toi et qui vivent les mêmes problématiques que toi, qui ont les mêmes enjeux que toi. Et donc, forcément, bah, naturellement, tu vas te faire un cercle comme ça. Après, pas besoin non plus obligatoirement d'aller à Bali. Moi, je me suis rendu compte, j'avais beaucoup d'a priori en rentrant en France et je me suis dit ouais, ça va être compliqué de rencontrer des nanas. Alors même si je suis dans une grande ville, j'habite à Montpellier, mais je m'étais dit ouais, ça va être plus compliqué qu'à Bali et tout. Et alors bien sûr qu'il y a moins d'entrepreneurs au mètre carré, mais par contre, on peut quand même en rencontrer. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un compte Insta et du coup, bah, souvent, je reçois des messages en mode oui, tu vas aller boire un verre. Donc forcément, ça a créé des liens. Et Ouais. mais il y a aussi des réseaux d'entrepreneuses, je sais, qui sont officiels ou non officiels aussi. Donc vraiment, je te dirais s'ouvrir, ne pas hésiter à regarder les coworking. Moi aussi, les coworking, ça a été vraiment game changer. À partir du moment où je suis allée dans des coworking, limite impossible de retaffer à la maison ou de retaffer dans un café. Vraiment, l'ambiance coworking est trop bien et tu fais grave de rencontres. Mais vraiment pas hésiter soit à aller dans des coworking, soit si t'as pas le budget, même d'aller dans des cafés autour de chez toi, de regarder même dans les stories de ce café, bah t'as forcément des gens qui viennent bosser. Maintenant, t'as beaucoup de gens qui sont en remote, qui sont à leur compte, etc. Donc pas hésiter à les contacter, à essayer d'aller boire des verres avec ce genre de personnes. Et en fait, c'est comme ça que tu crées des liens facilement. Et franchement, je pense que maintenant, avec le nombre d'auto-entrepreneurs, avec voilà tout ce qui se passe en termes de réseau, c'est assez simple quand même de rencontrer et de rencontrer des gens qui font la même chose que toi et de se créer un cercle. Et c'est vrai que maintenant, bah, même à Montpellier, tu vois, j'ai ma petite team d'entrepreneuses. D'ailleurs, ce soir, on va faire un resto tout ensemble. Et c'est vrai que ça permet de vraiment d'échanger, de brainstormer et puis de voir que, bah ouais, en fait, t'es pas toute seule au monde à vivre, entre guillemets, des fois des galères. Il y a des gens qui sont comme toi, qui font la même chose que toi et qui passent par les mêmes choses que toi. Et forcément, bah, t'en tires que du positif. Et voilà. Mais après, c'est vrai que Bali, moi, ça a vraiment marqué un avant et un après parce que j'ai rencontré énormément de personnes là-bas. Et maintenant, des amis qui sont très, très proches et qui ont aussi leurs activités. Et tu vois, on s'organisait par exemple des hot sites. Voilà, enfin, c'est des trucs qui font toute la différence, c'est vrai, quand tu te sens un peu seul. Et voilà, je pense que c'est hyper important. Ouais et puis ça demande aussi, tu vois, de se sortir un peu les doigts et d'aller, comme tu disais, au-delà de Bali, de trucs et machin, c'est vraiment d'aller dans les environnements dans lesquels tu vas trouver le type de personnes avec lesquelles tu as envie de t'entourer, en fait. Mmh Et mh. c'est pas attendre qu'on vienne vers toi non plus, mais c'est aller aller chercher ces endroits là où tu vas trouver ces personnes-là. Mmh. Et tu parlais tout à l'heure de stratégies qui marchent, de stratégies qui marchent pas pour avoir des résultats. Une petite dernière question pour toi. Comment est-ce qu'en 2024, vu que tu es la spécialiste d'Instagram, comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot sur Instagram en 2024? Comment est-ce qu'on fait pour aller, trouver des clients, se faire connaître et cetera? C'est quoi qui selon toi va marcher cette année? C'est vrai que ça a changé, dans le sens où il y a de plus en plus, alors ça c'est cool, hein, parce qu'il y a de plus en plus de freelance, d'entrepreneurs, de gens qui se lancent sur Instagram. Mais du coup, l'aspect négatif de ça, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence sur Instagram, il y a de plus en plus de contenus qui sont postés, qui sont créés. Donc forcément, c'est plus dur qu'avant d'avoir des résultats, d'avoir du reach, d'avoir entre guillemets «l'algorithme dans la poche», d'avoir des vues, d'avoir de l'engagement, d'avoir, des ventes grâce à Instagram. Maintenant, c'est possible. Pour moi, il y a 2 choses qui sont fondamentales. C'est, premièrement, effectivement, d'avoir une vraie stratégie. C'est-à-dire, bien on en revient aux bases, hein, mais c'est bien définir, ta cible, bien définir ton positionnement, à qui tu t'adresses, comment tu t'adresses
s'adresse à cette personne et ce que tu vas lui proposer, comment est-ce que tu vas lui faire comprendre que tu es la bonne personne pour répondre à ses problématiques. Et la deuxième chose aussi, justement, tu parlais de sortir du lot, c'est vraiment pour ça, c'est au-delà de la stratégie et au-delà d'avoir des contenus qui sont pertinents, qui sont à forte valeur ajoutée, qui sont qualitatifs entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant ça, oui, mais moi j'ai déjà l'impression de poster du contenu voilà qui est bien adapté à ma cible et tout. C'est vraiment avoir un ton de communication qui est un peu différent. On reste sur un réseau social, Instagram, donc on a besoin d'avoir du social, on a besoin de ressentir qu'il y a une personnalité derrière toutes ces vidéos, derrière tous ces écrits, derrière toutes ces légendes. On a besoin de ressentir un tempérament, tu vois. Et donc, il faut apprendre à se servir du pouvoir des mots, du pouvoir des visuels, apprendre à capter l'attention. Donc ça, moi, je parle beaucoup de copywriting de contenu. C'est les accroches que tu vas faire. C'est comment est-ce que tu vas vraiment capter l'attention. Comment est-ce que tu vas faire pour que la personne qui voit ton contenu reste de la première seconde à la dernière seconde. Donc vraiment, ça, c'est hyper important. Les accroches, pour moi, c'est fondamental. Et après, si on parle en termes de format, forcément, quand on va avoir de la visibilité pour quelqu'un qui commence, ce que je conseillerais, c'est les Reels, parce que c'est un format, sur tous les tests qui ont été faits, en moyenne, c'est 2 fois plus de visibilité et de reach que n'importe quelle autre format sur Instagram. Donc forcément, quand on commence, c'est une bonne stratégie que de faire des Reels. Mais pareil, il y a beaucoup de croyances qui sont liées à ça. Il y en a qui pensent que voilà, il faut forcément montrer sa tête, il faut forcément danser ou pointer des trucs du doigt et tout. Pas du tout. Il y a plein de manières de faire des reels. Ça peut être des mèmes, ça peut être oui des face cam, mais ça peut être aussi des plans de coupe, ça peut être des sessions questions-réponses, ça peut être des tutos, ça peut être vraiment plein de choses. Je pense que ce qu'il y a aussi d'important, et moi j'en parle beaucoup, c'est de faire des choses qui nous ressemblent et vraiment de se baser sur ses appétences et voilà, de proposer un contenu en fait qui nous correspond à 3000%. Mais ça, encore une fois, pour le découvrir et pour l'affiner, il faut commencer à poster. Il faut il faut arrêter de se poser des questions. On en revient encore une fois à ça. Mais il faut arrêter de se poser des questions, balancer un maximum de contenu, voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, ce que notre audience elle apprécie, ce qu'elle apprécie moins, nous dans quoi est-ce qu'on prend notre pied aussi, et c'est en faisant ces réajustements qu'on arrive de plus en plus à trouver sa voie sur Instagram. Mais effectivement, je pense qu'il y a deux choses, c'est la stratégie de contenu et le copywriting de contenu. Vraiment proposer des contenus qui sont de plus en plus originaux aussi, s'inspirer. En fait, ce qui est un peu tricky, c'est que quand on se lance, en général, on a tendance à reproduire ce que font nos concurrents. Et moi, c'est tout l'inverse que je recommande. C'est pas qu'il faut pas aller voir ses concurrents, bien sûr que si, il faut regarder aussi ce qu'ils font. Mais moi, les meilleures idées que je peux avoir, c'est en consommant des contenus qui sont pas forcément dans ma thématique. Je suis très peu de personnes qui sont dans le business ou qui donnent des conseils sur Instagram. Par contre, je suis beaucoup de personnes, tu vois, dans la beauté, dans la mode, dans le lifestyle, dans n'importe quoi. Et en fait, c'est aussi comme ça que je me dis, mais en fait, leurs concepts, ils sont trop cool, ils sont trop dynamiques, ils sont trop fun. Genre, comment est-ce que moi, je pourrais me les approprier dans ma thématique? Et ça permet aussi d'avoir de nouvelles idées, d'innover un peu. Et voilà, comprendre aussi, dernier conseil, comprendre qu'on s'adresse à des humains et que oui, c'est important d'avoir du reach, oui, c'est important d'avoir de la visibilité, mais ce qu'il y a d'encore plus important, c'est d'arriver à créer une vraie relation avec ses abonnés. Je connais des comptes Instagram qui ont 100 000 abonnés, qui ont une communauté beaucoup moins engagée que des personnes qui ont 1000 abonnés. Parce que ce qui compte, c'est la relation que tu crées avec tes abonnés, c'est à quel point ils te font confiance, à quel point pour eux, t'es une référence dans ton domaine, ce que tu leur as prouvé, la confiance qu'ils ont envers toi et envers ce que tu fais. Et c'est vraiment ça qui permet de vendre. Si vraiment on parle de vente et pas juste de vanity metrics, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une communauté, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que j'aime pas trop ce terme, mais de fans, vraiment de personnes qui sont là parce que t'es toi, tu vois, et parce que t'es la référence dans ton domaine. Et c'est bien plus important que juste avoir des vues, quoi. Ouais, je te rejoins, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Et justement, comment ne pas tomber, j'en parlais il y a pas longtemps sur les réseaux, sur Insta là, mais comment, selon toi, comment ne pas tomber dans juste le truc de t'es une nana trop inspirante, et t'es une nana trop inspirante, mais j'ai envie d'acheter chez toi parce que t'as une expertise et t'es pas juste une personnalité qui m'inspire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire parce que la limite, elle est assez fine et c'est cool d'inspirer, mais c'est vrai que je trouve que c'est aussi important que les gens viennent vers toi pour tes compétences et pour ton savoir-faire. Donc là, si c'est aux personnes qui sont dans ce cas-là, je les conseillerais plutôt de
vraiment de faire des contenus très éducatifs, c'est-à-dire vraiment de montrer par A plus B, aussi de faire des études de cas, beaucoup d'études de cas, de partager des témoignages clients, de montrer vraiment par A plus B comment est-ce que tu apportes de la transformation aux personnes que t'aides. Donc vraiment asseoir ton autorité à ce niveau-là et pas juste faire ce qu'on appelle du storytelling finalement. Bien que les deux soient très complémentaires finalement, hein, mais c'est vrai que ce genre de contenu vraiment en mécanisation où tu montres par A plus B que ta méthode fonctionne, elle passe beaucoup par le témoignage de tes clients, par des contenus hyper éducatifs ou par des avant-après. Enfin, ça c'est hyper important. Je pense que c'est complémentaire. Trop bien. Merci pour tous ces tips et pour toutes ces infos. Je pense que les filles qui vont nous écouter, elles vont être aux anges J'espère. d'avoir entendu tout ça. Et du coup, dernière petite question. Bah, après, je t'ai pas dit, mais oui, à la fin des épisodes en interview, il y a 5 petites questions flash pour apprendre encore plus à te connaître. Parce que oui, après 1 heure d'épisode, on a encore envie d'en savoir plus sur toi, Jessica. Ah bon? Mais, mais avant de finir, juste vite fait, après, je mettrai toutes tes infos dans la description de l'épisode. Mais s'il y a des auditrices qui ont envie de te découvrir, c'est quoi les plateformes sur lesquelles est-ce que tu as envie de les renvoyer? Bah, Instagram, du coup, @Jessica de Prater, même si mon nom de famille est assez compliqué. Donc, bon, je te compte sur toi pour mettre de toute façon le lien dans Oui, la t'inquiète. description. Et mon podcast aussi, parce que j'ai aussi un podcast qui s'appelle Pause Latte, donc qu'on peut trouver sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, voilà. Trop bien. Ben, il y aura tous les liens de toute manière dans la description de l'épisode. Et si c'est OK pour toi, on va passer aux 5 questions flash. C'est des questions un peu plus d'inspiration pour qu'on puisse un peu davantage cerner qui tu es, si jamais tu as envie de recommander des trucs et tout ça. Enfin, tu vas voir, l'idée, c'est que tu répondes un peu du tac au tac avec ce qui te vient en premier. OK? Ok, let's go. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Waouh! Ah ouais! Non, le premier truc qui me vient en tête, alors j'ai pas la race entre guillemets, mais ce serait un oiseau, je pense. Justement par OK. rapport à cette symbolique de liberté, voilà, qui vole de ses propres ailes, qui peut aller d'un endroit à un autre hyper facilement, voilà, qui a pas trop de cadre, qui est pas en cage, justement qu'on n'enferme pas. Je dirais que Mmh. ce serait un oiseau, ouais. Waouh. Pour une t'es Non, pas Verseau, un c'est ça? pigeon, mais une colombe ou quoi, je sais pas. Ouais, un oiseau stylé quand même. Voilà, c'est ça. T'es Verseau, c'est ça? Ton signe astro, c'est Ouais, Verseau? c'est ça. Ouais, ça se ressent dans tes réponses à chaque fois. Ouais, c'est ce qu'on me dit en général, c'est que ça me correspond plutôt bien, ouais. Ouais, trop cool. Un livre que tu souhaites recommander? Alors un livre, en vrai, là, je vais te décevoir, mais je suis très peu lecture. Genre OK. vraiment, je pense à part les tomes d'Harry Potter quand j'étais ado, j'ai quasiment rien lu. Vraiment, genre j'ai aucun livre à recommander. Moi, je suis plutôt podcast. OK, Donc, c'était ma question d'après, mais vas-y. ok. Désolée, du coup, je pourrais pas répondre à ça. T'inquiète. Podcast. Alors moi, il y a un podcast qui m'a beaucoup aidée, notamment quand quand on était en confinement. C'est le podcast de Chloé Bloom que je Mmh. pense que tu dois connaître, donc qui Oui. m'a pas mal aidée justement au niveau dev perso. Au niveau pro, j'ai 2 podcasts en tête qui sont les podcasts d'Aline Bartoli Ouais. de The Bee Boost et Build Yourself de Safia Gourari. Donc vraiment qui sont des pépites en termes de business et d'entrepreneuriat, justement qui sont beaucoup dans ce truc de business et stratégie alignée. Donc vraiment comment trouver plus de clients et comment développer une entreprise rentable, mais tout en restant aligné à ses valeurs. Et sur le côté plus lifestyle, parce qu'il y a de plus en plus d'influenceuses qui se mettent au C'est vrai, podcast. ouais. Et ça, c'est trop cool parce que elles parlent de choses des fois avec plus de légèreté que, tu vois, certains entrepreneurs qui peuvent faire des podcasts Mmh. vraiment très lourds en termes d'information. Je dirais Contre-soirée d'Anna RVR et le podcast de Lena Situation aussi que j'adore, Canapé 6 places. Ouais, trop bien. Merci pour toutes les recommandations. Ton mantra dans la vie? Mon mantra dans la vie, je suis censée donner une citation Ouais, ou une quelque petite chose comme ça. citation, un truc, une citation ancrée sur tes valeurs, sur ce qui te fait avancer au jour le jour, ouais. Ouais, alors je sais pas si j'ai une citation vraiment toute faite, mais en tout cas pour moi, le plus important dans la vie, c'est de croire en ses rêves et de croire en soi. Voilà, ça fait peut-être très bateau, mais je pense que c'est
la base de tout, c'est se connaître pour savoir ce qui nous fait du bien et ce vers quoi on aspire, et se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, et aussi comprendre qu'on le mérite. Vraiment comprendre qu'on le mérite, je pense que c'est game changer, parce que des fois on se dit juste, moi tu vois, c'est pour le coup, quand j'étais en études, c'était vraiment ça. C'était, je savais que c'était pas tant fait pour moi le salariat ensuite, mais j'y suis quand même allée parce que c'était ce que tout le monde faisait, et que finalement je m'étais dit, mais pourquoi est-ce que moi je mériterais mieux, et pourquoi est-ce que moi je mériterais quelque chose de différent? Mais en fait, si, on mérite tous de réaliser ses rêves et d'avoir une vie qui nous correspond, quoi. Désolée pour un truc flash, je parle beaucoup, mais Non, mais j'adore, c'est trop intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'il y a derrière la réflexion que tu te fais. C'est trop chouette. Et pour finir, l'entrepreneur qui t'inspire le plus? Ou l'entrepreneure ou l'entrepreneur? L'entrepreneur qui m'inspire le plus, c'est compliqué de répondre à ça. Peut-être t'en as Il y plusieurs, en a je sais pas. beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Chloé Bloom, Safia Gourari aussi m'a beaucoup inspirée. Et je dirais, mais là, tu vois, si je pense à quelqu'un, par exemple, avec qui, si je pouvais aller parler avec quelqu'un, tu vois, à une table, au resto, je pense que ce serait Léna Lafouve, justement, on y revient. Parce que je trouve qu'elle développe beaucoup de choses différentes. La plupart des gens la voient juste, entre guillemets, comme une influenceuse, mais pour moi, c'est vraiment devenu une businesswoman, et elle a créé plein de choses différentes, plein de projets différents. Et j'admire beaucoup pour ça, et je trouve qu'elle fait preuve aussi d'une résilience, notamment par rapport à tout ce qu'elle se prend dans la gueule, et pourtant elle continue à avancer, et ça m'inspire beaucoup. Trop chouette. Merci de t'être prêtée au jeu, Jessica. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. C'était trop chouette comme discussion. Merci beaucoup à toi. Franchement, c'était un trop bon moment, et j'ai découvert ton podcast du coup, et j'ai écouté quelques épisodes, et franchement, c'est trop chouette ce que tu fais. Donc voilà, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.